Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien apprécié le direct de Lilou et que vous êtes bien chaud pour terminer la soirée avec des informations que je vais vous donner évidemment sur l'ukrainisme. L'ukrainisme, vous le savez, c'est le discours mensonger, le narratif mensonger des gouvernements, aussi bien de l'Union européenne que des États-Unis d'Amérique ou de son allié principal, le Royaume-Uni. Donc ce narratif mensonger qui nous rebat les oreilles depuis presque le début de l'année 2022 sur l'agression de la pauvre petite Ukraine, tellement petite brebis blanche démocratique qui risque de se faire avaler par le méchant ogre russe. Voilà, donc je vous répète ça en début de chaque émission, mais parce qu'il faut vraiment que vous compreniez que l'ukrainisme, c'est exactement le même narratif mensonger que le covidisme. Voilà, mais je n'en dis pas plus sur le covidisme, parce que là, j'ai choisi de faire une petite diffusion sur Facebook, donc faut pas prendre de risques. Ok, alors ce soir, je vais vous faire écouter donc une 11e voix dissidente qui s'appelle celle de Guy Métan, qui est un homme. Donc vous savez que j'alterne les hommes et les femmes. Donc la dernière voix dissidente, c'était Irina Dubois, qui était responsable de l'association Dialogue Franco-Russe. Et bien là, c'est un Franco-Russe aussi, ou plutôt un Suisse-Russe, parce que Guy Métan, c'est un journaliste suisse. Enfin, il a commencé comme journaliste suisse, mais vous verrez qu'il a fait d'autres choses aussi dans sa carrière. Et il a eu la nationalité russe il y a quelques années, parce que dans des conditions particulières que je ne vais pas vous dévoiler tout de suite. Voilà. Donc ce soir, je vous ai sélectionné 2 entretiens avec Guy Métan, parce que Guy Métan a écrit un livre sur la russophobie. Son livre est paru en 2015 et les entretiens que j'ai sélectionnés datent de 2015 et de 2016. Et vous allez voir, il va nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire justement et les informations que j'ai sélectionnées pour commenter ce que dit Guy Métan dans ces 2 entretiens. Ce sont surtout ce soir des informations historiques, voilà, avec des cartes, avec des photos, mais surtout historiques. Alors, sans plus attendre, on va écouter un nouveau chant patriotique russe. Vous savez que j'essaie toujours de trouver des chansons ou des chants russes qui sont symboliques de la nation russe ou de l'ex-pays Union soviétique, bien sûr. Et j'ai choisi un chant que j'aime beaucoup. J'ai dû en écouter une 12aine de versions là depuis quelques jours. Et il s'appelle « La guerre sacrée ». Et je vous en dirai plus après le générique. Voilà. À tout de suite. Oh
je trouve que c'est un chant magnifique, mais magnifique. Et je vous dis que je vais vous présenter différentes versions en générique de début et de fin de mes émissions. Ben, depuis 2 jours, j'en ai écouté énormément de versions et je commence à apprendre des paroles. Et franchement, je trouve ça génial, génial. Donc le titre de ce chant patriotique, donc vous voyez l'écriture cyrillique tout en haut et puis la translittération en alphabet latin. Donc ça se prononce Zvichennaya Voina. Zvichennaya Voina, et ça veut dire guerre sacrée. Voina, ça veut dire guerre, et Zvichennaya, ça veut dire sacré. Et donc ce chant a été écrit par un soldat qui était aussi un poète, qui s'appelle Vassili Liebed. Vous voyez en haut à droite, et il l'a écrit le 24 juin, soit 1 ou 2 jours après l'attaque de l'Allemagne hitlérienne contre l'URSS en juin 1941. Donc il a écrit ce poème spontanément. Et il a été publié, son poème, dans 2 journaux. Et puis, 2 jours après, il y a un autre artiste, militaire artiste, qui s'appelle Alexandre Alexandrov, que vous voyez en bas à gauche, qui est un compositeur. Et si vous vous souvenez, je vous avais déjà présenté des chants patriotiques chantés par un ensemble, un chœur qui s'appelle l'ensemble Alexandrov. Et ben c'est lui justement, Alexandre Alexandrov, qui est le fondateur de l'un des 2 chœurs de l'armée rouge, qui s'appelle l'ensemble Alexandrov. Et donc, Alexandrov, eh ben, 2 jours après, le 24 juin 1941, il a composé une musique pour justement ce poème, donc Zvichennaya Voina, la guerre sacrée. Et donc ce chant a été chanté pour la première fois en public le 26 juin 1941. Vous voyez sur la photo au centre, devant la gare de Biélorussie de Moscou. Vous voyez la gare de Biélorussie, c'est tout au fond de la photo. Vous voyez cette grande arche avec 2 tours. Ça, c'est la gare de Biélorussie. Et bien sûr, c'était une gare d'où partaient les soldats soviétiques pour aller donc combattre l'armée allemande. Et donc, ça a été la première fois que ce chant a été chanté. Mais il n'est pas devenu populaire tout de suite parce qu'en fait, le gouvernement soviétique avait peur qu'il soit pas assez optimiste parce qu'on y parlait quand même de choses douloureuses. Et ce n'est qu'en octobre 1941 que le chant est vraiment devenu un instrument de mobilisation et pour garder le moral des troupes et puis des civils, évidemment. Et donc, à partir d'octobre 1941, ben, ce chant a ouvert toutes les journées sur la radio soviétique. Voilà, chaque matin, il y avait ce chant. Donc, il est devenu extrêmement populaire en Union soviétique et bien sûr encore en Russie aujourd'hui. Et pour les 3 ou 4 prochaines émissions, ben, je vous ferai découvrir vraiment des différentes versions de ce chant qui toutes sont remarquables. Voilà, donc ça c'était pour Zvichennaya Voina. Et puis aussi, oui, je voulais vous montrer une affiche parce que cette affiche-là aussi, donc qui appelait les volontaires, bien sûr, à s'enrôler dans l'armée pour défendre la mère patrie. Donc, c'est une affiche qui est devenue aussi très, très populaire. Et ça veut dire donc Rodina Mat Zoviot, ça veut dire la mère patrie appelle. Voilà. Et dans une des versions que je vous montrerai, vous verrez, il y a beaucoup d'affiches, justement, on pourrait dire de propagande, mais de bonne propagande pour que les gens s'enrôlent dans l'armée pour aller défendre la patrie. Alors, revenons donc à notre invité du jour, qui n'est pas là physiquement, mais dont vous allez quand même entendre la voix. Donc, il s'appelle Guy Métan, et comme je vous ai dit, il est suisse, et il a été d'abord journaliste, donc il a fait des études politique un petit peu, et puis il est devenu donc journaliste. Et quand il est devenu plus âgé, si vous voulez, quand il avait déjà de l'expérience, il est devenu directeur du club de la presse suisse. Et d'ailleurs, si vous vous en souvenez, dans l'émission que j'avais faite sur Anne-Laure Bonnel, en montrant des extraits d'entretien avec Anne-Laure Bonnel, eh bien, je vous avais montré cette table ronde que Guy Métan que Guy Métan avait organisé le 15 novembre 2017 en tant que directeur justement du club suisse de la presse qu'il avait organisé en 2017 pour parler justement de la guerre dans le Donbass, guerre organisée par le régime de Kiev.
Et donc Guy Métan, non seulement il est journaliste, mais il est devenu, si vous voulez, toujours avec l'âge, avec l'expérience, il est devenu aussi écrivain. Il a écrit plusieurs livres, et celui dont il va nous parler ce soir, c'est un livre donc qui s'appelle Russie-Occident, la guerre de 1000 ans, et il essaie d'expliquer justement les racines historiques de la russophobie qui déferle sur les pays de l'Union européenne depuis le début de l'année 2022. Et d'ailleurs, en 2017, eh bien, peut-être justement parce que il avait organisé cette journée pour parler donc de la guerre dans le Donbass avec des personnes, des voix dissidentes, encore une fois, hein, même à l'époque. Donc, à l'époque, en 2017, il avait été accusé par une association qui s'appelle Reporters sans frontières. Il avait été accusé de servir la propagande du Kremlin. Vous vous rendez compte? Donc, c'est hallucinant. Je veux dire, moi, depuis que je découvre l'hystérie de la propagande anti-russe depuis février 2022, je suis écœurée, mais écœurée. Et donc, Guy Métan, eh ben, il a décidé aussi, à peu près depuis une dizaine d'années, il a décidé de faire une carrière politique. Et il a d'abord été conseiller municipal dans le canton de Genève. Et puis récemment, en 2022, il a intégré un parti suisse qui s'appelle l'UDC. Et il s'est fait là aussi un petit peu ciblé parce qu'on lui a dit quoi, l'UDC c'est extrême droite. Donc quand vous allez entendre Guy Métan, je vous assure que franchement, ce type-là n'est absolument pas d'extrême droite, mais c'est encore une façon de catégoriser les gens, de leur mettre une étiquette péjorative pour justement décrédibiliser ce qu'ils ou elles ont à dire. Voilà. Donc, je vais vous présenter un premier entretien de Guy Métan en 2016. Et il a discuté avec une petite association qui s'appelle le Cercle de l'Aéropage. Et donc là, il a présenté son livre qui s'appelle donc Russie-Occident, une guerre de 1000 ans. Et donc cet entretien, je vais vous faire écouter en entier. Et ensuite, comme toujours, je reviendrai sur quelques points historiques que Guy Métan évoque. Mais vraiment, écoutez bien parce que tout ce qu'il va dire dans cet entretien, c'est super, super intéressant. Voilà, donc c'est parti pour cet entretien de Guy Métan en 2016 à propos de son livre Russie-Occident, une guerre de 1000 ans, paru en 2015. Alors pour deux raisons. La première, c'est que j'ai une affinité avec la Russie suite à pour des raisons familiales, parce que j'ai adopté une petite fille russe il y a une vingtaine d'années, elle a aujourd'hui 24 ans, et ça m'a valu la nationalité russe. Et depuis donc une vingtaine d'années, je m'intéresse particulièrement à la façon dont les médias occidentaux parlent de la Russie. Puis la deuxième raison, c'est évidemment la crise ukrainienne, lorsqu'elle a éclaté à la suite des révoltes de Maïdan en février 2014, en février l'an dernier, et qu'on a assisté partout en Europe à une espèce de déferlement d'hystérie anti-russe. Je me suis dit, mais c'est plus possible. On ne peut pas laisser la presse occidentale se fourvoyer de cette manière et être aussi unilatérale, être aussi biaisée dans la manière dont elle rapporte les événements qui concernent la Russie. Et c'est ce qui m'a incité à écrire ce livre et à, au fond, essayer d'analyser la russophobie et les raisons de la russophobie occidentale. Alors, pour moi, la russophobie remonte à Charlemagne, c'est-à-dire date déjà finalement d'avant la création de la Russie, d'avant la naissance de la Russie, parce que Charlemagne, en construisant, enfin, en établissant son empire occidental, est le premier empereur, le premier souverain occidental qui est entré en rivalité géopolitique avec l'Orient, c'est-à-dire avec le monde gréco-byzantin. Et cette rivalité géopolitique a ensuite entraîné le schisme entre orthodoxes et catholiques, entre Rome et Constantinople, deux siècles plus tard, et avec l'émergence du Saint-Empire romain germanique à la fin du Xe siècle. Et cette rivalité politique et ensuite religieuse a été à la base de toute une série de préjugés, de poncifs,
de lieux communs d'abord contre Byzance. Il suffit de faire référence au césaropapisme, au fait que les théologiens du pape, par exemple, critiquaient les Grecs en disant « Ah, mais c'est des sous-développés, c'est des barbares parce qu'ils ne savent pas le latin ». Toute une série de clichés se mettent en place, clichés qui seront repris à propos des Russes lorsqu'après la chute de Constantinople au XVe siècle, en 1453, les Russes vont reprendre l'héritage politique et spirituel de Byzance. Tous ces clichés, tous ces préjugés vont se transférer sur la Russie. Et lorsque la Russie redevient une grande puissance européenne après Pierre le Grand, eh bien on va voir réapparaître tous ces clichés. Oui, il y a une russophobie française, en sens que la France a été le premier grand pays à devenir russophobe. La France a eu des phases de russophilie. Par exemple, Voltaire au XVIIIe siècle, Diderot à ses débuts était très favorable à la Russie. Il défendait l'idée du despotisme éclairé de Catherine II. Mais là, pendant tout le XIXe siècle, enfin depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1870, jusqu'au fond à la création, à l'établissement du Deuxième Reich par le couronnement du Kaiser à Versailles, eh bien la France a été extrêmement russophobe. Ça a commencé sous Louis XV qui, avec l'aide de Polonais, a établi, a créé de toutes pièces le faux testament de Pierre le Grand, qui a servi à Napoléon en 1812 comme justificatif à l'invasion de la Russie par ses troupes. Et ce faux testament prétendait que la Russie voulait, au fond, annexer, s'emparer de l'Europe, de la France, de la Prusse, etc., tous les États à l'époque. Donc c'est là qu'est né le mythe de l'expansionnisme russe qu'on retrouve aujourd'hui dans le langage de l'OTAN, dans le langage des Européens aujourd'hui en 2015. Et la France a joué ce rôle. Elle a ensuite porté le débat sur le plan des idées en défendant une théorie, disons, libérale avec Tocqueville notamment, avec Custine aussi, défendant l'idée que la Russie était un despotisme non plus éclairé, mais un despotisme oriental, avec l'arrivée sur le trône de Nicolas Ier dans les années 1820. Et cette russophobie française s'appuie au fond sur des thèses très, très libérales pour contester justement la Russie, qui était pour eux l'archétype de la tyrannie. Alors, la russophobie anglaise a commencé aussitôt après 1815. Dès que Napoléon a été battu, grâce d'ailleurs aux Russes, les Russes qui ont d'abord battu Napoléon après la campagne de Russie, et non pas les Anglais, mais les Russes et les Anglais étaient alliés contre Napoléon, et aussitôt la France battue, l'Angleterre s'est retournée contre son ancien allié russe et a commencé à développer une russophobie extrêmement agressive, au nom, au fond, des désirs, enfin des ambitions impérialistes anglaises, parce que l'impérialisme anglais, dès le début du 19e siècle, s'est au fond confronté à la Russie. Les Anglais avaient une peur absolument bleue que les Russes descendent en Méditerranée et descendent aussi dans le centre de l'Asie centrale et coupent au fond l'Empire des Indes les routes commerciales avec l'Empire des Indes, de Londres donc aux Indes, à travers la Méditerranée. Et ça a généré, c'est ça qui a été au fond le moteur de la russophobie anglaise, qui a repris un peu les théories françaises en s'attaquant notamment au despotisme russe, en défendant l'idée de démocratie. Mais dans l'utilisation qu'en ont fait les Anglais, la démocratie était une pure instrumentalisation, en ce sens que les Anglais, pendant tout le XIXe siècle, ont soutenu le pire despote qui soit, c'est-à-dire le sultan ottoman d'Istanbul, qui était vraiment l'incarnation même du despote oriental. Ils n'avaient aucune honte à le faire, alors qu'ils critiquaient le tsar comme étant lui-même un tyran, alors qu'effectivement, même le régime tsariste était moins tyrannique que le sultan ottoman. Ce qui montre bien que, au fond, les critiques, entre guillemets, sur l'absence de démocratie russe
était un pur outil de la propagande anglaise et n'avait rien à voir au fond avec une conviction profonde de vouloir défendre réellement la démocratie. La russophobie allemande a commencé tard, elle a commencé à la fin du XIXe siècle, quand l'Allemagne a réalisé son unité, a fondé le Deuxième Reich. À partir des années 1890, l'Allemagne s'est sentie à l'étroit dans ses frontières. Elle a voulu conquérir des colonies comme la France et l'Angleterre, mais malheureusement l'Afrique et l'Asie étaient déjà quasiment tout occupées et l'Allemagne a été frustrée au fond du fait de ne pas avoir pu développer de colonies à l'étranger. Et c'est à partir de ce moment qu'elle a développé cette thèse, cette théorie du Lebensraum, l'espace vital, dont elle avait prétendument absolument besoin, et qu'elle a situé cet espace vital nécessaire pour elle en Europe de l'Est, c'est-à-dire du côté de la Biélorussie et de l'Ukraine, c'est-à-dire chez les Russes. Et c'est alors que ces thèses sont développées et que la Première Guerre mondiale a éclaté. Les objectifs allemands de la Première Guerre mondiale, c'était justement de conquérir cet espace vital à l'Est, c'est-à-dire en Russie. Ce qu'elle a réussi à faire pendant quelques mois en 1918, après la capitulation russe suite à la révolution de 17. Et Hitler, évidemment, a repris cette théorie du Lebensraum en la portant au fond à ses plus extrêmes. Et quand il a déclaré la guerre en 1941 à Staline, enfin aux soviétiques, il a voulu recréer cet espace vital en liquidant, lui, alors carrément les populations slaves, comme ça a été établi historiquement. Donc l'Allemagne a commencé tard dans sa russophobie, mais elle a fait très très fort en revanche en matière d'intensité russophobe. Alors, ce qui est fascinant de constater, effectivement, dans la manière dont les grands médias occidentaux, parce qu'on trouve aussi des médias en Occident qui sont critiques et qui essayent de faire l'équilibre dans l'information sur la Russie. Mais ce discours se construit à travers deux manières. D'abord, il y a la diabolisation de Poutine. Donc, ça donne l'impression que Poutine est l'incarnation du mal absolu, c'est le méchant parfait. Et chaque épithète qu'on lui colle est toujours négative. C'est toujours l'espion Poutine, le kleptocrate Poutine, l'expansionniste Poutine, le despote Poutine, le Poutine anti-gay. Enfin, chaque adjectif est toujours négatif. Et ça, c'est une manière justement de le diaboliser, comme si c'était lui qui était responsable de tout ce qui allait mal dans le monde. Ça, c'est une première, et si on regarde la une des magazines, on compare Poutine à Hitler, on compare Poutine à Staline. Il faudrait d'abord se mettre d'accord, parce que soit il est Staline, soit il est Hitler, mais il ne peut pas être les deux en même temps. Mais si on regarde les unes de magazines, même de magazines comme l'Express, on voit Poutine n'est pas Hitler, mais 30 points. Donc c'est absolument fascinant de constater comment la presse, au fond, se livre à ce type de caricature de la réalité, sans essayer du tout d'expliquer, de mettre en situation, de reconstituer les contextes, etc. Et puis la deuxième chose, c'est l'élaboration d'un discours très sophistiqué qu'on peut revoir à travers les siècles. C'est fascinant aussi de constater que le Times de Londres, juste avant que les Anglais déclarent la guerre de Crimée en 1853, le Times de Londres décrit la Russie du tsar exactement dans les mêmes termes que le New York Times de 2014 attaque la Russie. C'est la Russie toujours expansionniste, despotique, pas démocratique, qui opprime ses minorités, qui torture les pauvres Tchétchènes. Pendant la guerre de Tchétchénie, c'est aussi absolument remarquable de constater que la sympathie de la presse occidentale va aux terroristes islamistes tchétchènes et non pas aux Russes. Elle n'arrête pas de critiquer le gouvernement russe comme étant responsable au fond des malheurs de la Tchétchénie, et toute sa sympathie va aux rebelles islamistes dont on sait qu'ils étaient en relation avec Al-Qaïda. C'est les mêmes rebelles, la même mouvance
qui a créé le 11 septembre 2001. Et pourtant, on continue, quand il s'agit de la Russie, à soutenir les rebelles islamistes tchétchènes. Donc toute cette élaboration de ce discours, à travers la diabolisation de Poutine et la condamnation au fond systématique de la Russie, chaque fois qu'on parle de la Russie, prenons la loi sur la loi soi-disant anti-gay, la loi LGBT russe, exactement la même disposition que par exemple la loi de l'État d'Utah où ont eu lieu les Jeux de Salt Lake City il y a une quinzaine d'années. On n'a jamais, les mouvements LGBT américains n'ont jamais critiqué cette loi mormone de l'État d'Utah pendant les JO de Salt Lake City. Or, on n'a pas cessé de dénoncer la loi exactement, donc la même dans ses dispositions, la loi russe sur la protection, enfin sur l'interdiction de la propagande gay pour les mineurs. Moi, je ne suis pas partisan de ce type de loi, mais c'est quand même remarquable de constater la différence de traitement entre les uns et les autres. L'Arabie saoudite décapite les homosexuels. Il n'y a pas un mouvement LGBT qui condamne l'Arabie saoudite. Il n'y a eu aucune protestation. Alors que jamais dans son histoire, la Russie n'a condamné en prison, il n'y a pas de prisonniers de gens en prison qui ont été condamnés à cause de l'homosexualité en Russie, et encore moins évidemment de décapitation, puisque la Russie, contrairement aux États-Unis, n'applique pas la peine de mort. Donc tous ces éléments sont toujours oubliés, et c'est ça qui je dis, constitue ce discours vraiment particulier des médias occidentaux contre la Russie. Alors, il ne s'agit pas évidemment de justifier tous les comportements russes et de justifier tout ce que fait M. Poutine. Ça n'est pas, personnellement, ça n'est absolument pas ce que je veux dire, mais simplement ce que j'ai constaté en examinant même l'histoire récente, c'est qu'en fait, la russophobie des médias et de l'establishment politique occidental est parfaitement indépendant de l'attitude de la Russie. On prend prétexte de prétendus comportements russes pour la justifier, mais en réalité, c'est tout à fait indépendant. Par exemple, la thèse de l'expansionnisme. Si vous regardez ce qui s'est passé depuis 25 ans, c'est la Russie qui, de son propre chef, a mis fin au régime communiste. Elle l'a fait elle-même sous Gorbatchev et ensuite avec Yeltsin. Ce n'est pas du tout les Occidentaux qui ont mis fin au régime communiste. Elle a mis fin pacifiquement à ce régime, et en plus, elle s'est retirée de tous les territoires que la Russie soviétique occupait. Elle a donné son indépendance à 15 nouveaux pays, sans effusion de sang. Elle s'est absolument retirée, et malgré tout ça, alors que l'OTAN, qui avait promis qu'elle n'entrerait pas dans ces pays après le retrait des troupes soviétiques, au contraire, les a gobés les uns après les autres. Donc on voit en fait une annexion de ces pays par l'OTAN. Les Russes sont retirés pacifiquement, mais qui accuse-t-on? On accuse tout le temps la Russie d'être expansionniste. Il suffit pourtant de regarder une carte pour voir que c'est un mensonge complet. Et alors on attire l'attention sur la Transnistrie, sur les petites régions qui comprennent de fortes minorités russes et qui n'ont pas accepté de se faire moldaviser ou géorgifier, etc., ce qu'on peut aussi comprendre, surtout que ces pays briment au fond les minorités russes, leur interdisent de parler la langue, d'avoir des écoles, même le droit de vote dans les pays baltes. Il n'y a aucune protestation en Europe sur les mauvais traitements infligés aux minorités russes, alors que la minorité tatar, dès qu'un tatar a un problème, ça fait la une des médias. Alors évidemment, je nie pas, il ne s'agit pas de nier les problèmes de la minorité tatar, mais il s'agit juste de constater de nouveau la différence de traitement entre une minorité et une autre minorité. Et c'est ça qui me paraît discutable de la part des médias et surtout des hommes politiques, enfin des dirigeants politiques occidentaux. On ne peut pas avoir un double discours constant.
C'est un chercheur américain qui s'appelle Andrei Tsigankov qui a montré qu'aux États-Unis, ils sont surtout présents aux États-Unis, mais on les retrouve parce que les relais sont à Bruxelles auprès de l'OTAN et de l'Union européenne. Au fond, il y a trois types de lobbies anti-russes. Il y a le lobby militaire, naturellement, parce qu'ils cherchent à vendre des armes et à imposer la suprématie militaire américaine. Et puis, il y a le lobby énergétique du pétrole et du gaz qui, au fond, cherche à faire main basse, ou en tout cas s'assurer le contrôle des ressources énergétiques. On l'a vu en 2003, quand Khodorkovsky a essayé de brader son empire pétrolier aux multinationales du pétrole américaines et que Poutine a mis le holà. Ça a été un déchaînement d'agressivité anti-russe. On a présenté Khodorkovsky comme un héros de la démocratie alors que c'était un oligarque égal, sinon pire que les autres. Donc on l'a complètement blanchi et occidentalisé en faisant un parangon de résistants anti-Poutine, ce qui n'était absolument pas le cas. Donc ce lobby est très puissant. Puis le troisième lobby, c'est le lobby polonais et balte. La diaspora polonaise et balte très puissante aux États-Unis, aussi en Angleterre, et elle se bat avec toute l'agressivité possible contre la Russie parce qu'elle espère obtenir des avantages de défense avec le parapluie de l'OTAN et puis des avantages économiques avec les subventions européennes. En diabolisant la Russie, ça permettait de justifier des subventions et une adhésion rapide à l'Union européenne. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'obsession, mais il y a en tout cas une constante qu'on remarque dans la littérature géopolitique américaine, parce que toute la géopolitique américaine, et anglaise d'ailleurs, s'est inscrite contre la Russie, à cause de l'histoire du grand jeu qu'on a évoqué tout à l'heure entre les Anglais et les Russes au XIXe siècle, et puis à partir de 1945, avec la guerre froide. Et au fond, les Américains, qui sont une île, c'est une très grande île, mais c'est une île, sont toujours obsédés par la maîtrise du territoire, parce qu'une île sans port et une île sans marché, c'est-à-dire sans consommateurs, ça ne sert à rien. Donc il faut pouvoir installer sa puissance sur les continents qui sont les plus peuplés en ressources et en consommateurs. Et donc la maîtrise de l'Eurasie, puisque c'est là où se concentre la majeure partie de la population mondiale, est absolument vitale. Et la hantise des Américains, c'était de pouvoir maîtriser, s'assurer la maîtrise de cette Eurasie. Et dans cette vision-là, la Russie a toujours fait obstacle, puisqu'elle est à cheval entre l'Europe et l'Asie précisément. Donc si on lit les géopoliticiens américains, puis le dernier d'entre eux, Zbigniew Brzezinski, qui a écrit Le Grand Échiquier, qui a paru en français en 1996, on voit très bien qu'il dit des choses absolument clairement. Il dit qu'il faut démanteler la Russie, il faut la casser en trois pays, c'est un pays trop grand, il faut la diviser en trois, une Russie pacifique, une Russie asiatique et une Russie européenne, comme ça évidemment on peut mieux la maîtriser, et il faut surtout s'emparer de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est considéré comme le pivot essentiel de la puissance russe en Europe, donc il faut absolument que l'Ukraine entre dans l'OTAN et dans l'Union européenne. C'est écrit 15 ans, enfin 17 ans avant 2014, avant que l'Ukraine bascule du côté européen l'année dernière. C'est tout à fait clair. Donc il faut que l'Ukraine tombe dans le giron occidental pour pouvoir casser la puissance russe en Europe. C'est noir sur blanc, M. Brzezinski vit toujours. Il est toujours très influent, très écouté dans tous les think tanks américains. Il dialogue avec Hillary Clinton qui a traité Poutine de Hitler. Donc on voit quand même un réseau très puissant, et si ce n'est pas une obsession, en tout cas comment je dirais, une hyper-attention des États-Unis, en tout cas des grands lobbies américains contre l'émergence de la puissance russe qu'il faut absolument contenir. Peut-être encore un mot sur la russophobie américaine. Je pense qu'on aurait tort de décrire une Amérique russophobe, entièrement russophobe
et qui n'aurait qu'un désir, au fond, c'est de subjuguer la Russie. Parce qu'aux États-Unis, il existe effectivement des conflits, hein, des conflits de pouvoir entre les différentes branches du gouvernement, les différentes sensibilités politiques, etc. Mais ce qui est remarquable aux États-Unis, c'est que la Russie est toujours un argument pour essayer d'obtenir du pouvoir. C'est-à-dire que si les lobbies ne sont pas d'accord entre eux, ils se font parfois la guerre, ils utilisent toujours la Russie comme un argument, soit pour attaquer l'autre en disant « mais vous n'êtes pas assez anti-russe, vous faites trop de concessions à Poutine donc il y a une espèce de surenchère dans leur conflit entre eux et qui utilise la Russie dans ce sens-là. Obama, par exemple, est toujours critiqué par certains lobbyistes républicains en disant « ah, mais vous faites trop de... » Le président fait beaucoup trop de concessions à cet affreux Poutine. Mais ça peut aussi être des cas inverses. Donc chaque fois, la Russie, au fond, sert des objectifs de politique intérieure américaine. Et ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Ce qui est intéressant de la russophobie américaine, c'est qu'elle s'est déclenchée après 1945, exactement dans les mêmes circonstances que la russophobie anglaise en 1815. Dès que la guerre mondiale a été gagnée contre les nazis, les Américains sont retournés contre leurs alliés russes, comme les Anglais en 1815. Ça a été en quelques mois, ils sont retournés, alors même que le Time, que les magazines américains mettaient Staline, mettaient le maréchal Zhukov en une en les décrivant comme des héros de la lutte anti-nazie. En quelques mois, c'est devenu des ennemis des affreux communistes, etc. Alors qu'eux-mêmes, ils n'avaient absolument rien changé. Ils n'étaient pas plus communistes après 1945 qu'avant. Donc ça montre comment cette propagande s'est déchaînée une fois la victoire obtenue, dans le but justement de s'assurer la suprématie, ou le contrôle en tout cas, de l'économie mondiale. Alors il a paru en Suisse, et en Suisse il a reçu, je dois dire, un accueil qui, comme on dit en Suisse, qui m'a déçu en bien, c'est-à-dire qui était plus positif que ce à quoi je m'attendais, en sens que les médias ont plutôt bien réagi, bien que justement je critique leur discours et je démonte leur discours. Bon, c'est peut-être dû parce que ça fait 35 ans que j'exerce certaines des responsabilités dans le monde des médias suisses, et puis qu'en plus ma thèse n'est pas du tout une thèse, j'entends, d'un excité, c'est vraiment, je ne montre que des faits, et je m'attache qu'aux faits, je cite que des sources au-dessus de tout soupçon, pas de sources russes pour ne pas être accusé de propagande, de relayer la propagande russe, que des sources des meilleurs journaux, des meilleures publications académiques ou médiatiques américaines et européennes. Donc on ne peut pas contester ce que je dis. Enfin, les médias ont bien accepté des critiques positives, et puis le public aussi, on l'a réimprimé, donc j'entends, on vient de le faire, il est sorti il y a à peine 2 mois, donc pour le moment ça se passe bien, je ne me fais pas trop d'illusions sur la France qui, à mon avis, est tombée malheureusement dans une espèce de pensée unique qui m'effraie, moi, comme francophone, quand j'étais habitué aux grands débats entre Sartre et Aron pendant les années 70-80, puis que je vois maintenant cette espèce d'unanimisme de la presse, des médias et des politiques français, incapables au fond d'avoir une pensée autonome et de se représenter le monde de façon un peu complexe, de jouer aussi les grands équilibres, par exemple en récupérant la Russie, en faisant un partenaire plutôt qu'un ennemi. Je veux dire, je suis assez sidéré, donc j'attends. Je suis relativement pessimiste sur l'ouverture de mes confrères français à des thèses telles que celle-là. Pourtant, ça mériterait d'être discuté, en tout cas d'ouvrir le débat. Non, c'est pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire à la prégnance de ces préjugés anti-russes qui ressortent à chaque fois et qui sont réutilisés, recyclés constamment. On l'a vu avec la crise ukrainienne. Alors il y a des hauts et des bas, de temps en temps il y a des pauses, je dirais, dans cette russophobie, mais dès que certains gros enjeux sont en cause,
on ressort les mêmes arguments et on recycle le discours en l'adaptant à l'époque. Par exemple, la thèse de l'expansionnisme russe est évidemment ressortie avec Maïdan, alors que Maïdan a été un putsch, a été une révolution, un gouvernement illégal s'est instauré après le 22 février, alors même que Laurent Fabius, M. Steinmeier avaient signé des accords avec Yanukovych. C'est quand même extraordinaire de constater qu'on signe un traité un jour et on le jette à la poubelle le lendemain en faisant alliance avec des gens qui ont fait la révolution à Maïdan, qui étaient pour la plupart d'entre eux très sincères, mais aussi ce qu'on commence à voir maintenant, c'est-à-dire aussi des nationalistes qui ont provoqué les incidents qui ont résulté sur un putsch, comme l'histoire va le montrer. Enfin, maintenant, les preuves s'accumulent. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et l'Europe, je crois que là, c'est le problème de l'Union européenne, qui n'a pas de politique étrangère indépendante, qui n'a pas de politique étrangère autonome. Et depuis que la France a adhéré à l'OTAN, la France qui représentait, au fond, cette alternative à la pensée américaine, à l'OTAN, l'Europe a complètement renoncé à avoir des positions, je dirais, indépendantes et autonomes. Elle s'est mise sous le parapluie américain, non seulement le parapluie militaire, mais le parapluie intellectuel, le parapluie idéologique. On est dans un état de subordination, de sujétion. Il suffit de lire Bernard-Henri Lévy et Georges Soros pour le constater, quoi. Et ça, c'est un peu regrettable, parce que je pense que c'est un affaiblissement de l'Europe, c'est un affaiblissement de la pensée européenne, et c'est aussi dommage pour les États-Unis, parce que les États-Unis, il faut reconnaître ceci, sont toujours prêts à accepter le débat. Si on les conteste, c'est possible de contester, c'est possible de tenir un discours alternatif. Malheureusement, on n'utilise pas cette possibilité. Évidemment que non. Si même Henry Kissinger reconnaît cela, il a dit, pourtant on ne peut pas soupçonner Kissinger d'être un pro-russe, lui qui a fait la guerre au Cambodge et au Vietnam contre les soviétiques. Kissinger a dit, la haine de Poutine ne forme pas une politique, n'est pas une politique. Et évidemment qu'il a raison. Mais ça fait partie de cette diabolisation, cette espèce de conformisme de la pensée, consiste à désigner le méchant, et une fois qu'il est désigné, à se reposer là-dessus, à ne plus jamais rien remettre en question. Mais la crise ukrainienne, elle couvait déjà depuis longtemps. Au fond, c'est la même crise que la Yougoslavie dans les années, à la fin du XXe siècle, les années 90. C'est que l'Ukraine est un pays hétérogène qui regroupe une très grosse minorité russe avec des régions qui n'ont rien à voir historiquement avec l'Ukraine. Je rappelle que la première république ukrainienne en 1918, la fameuse république des nationalistes ukrainiens de Bandera défendue par l'extrême droite ukrainienne, c'était une toute petite portion de l'Ukraine actuelle. Le Odessa, toute la bande, tous les territoires du sud de l'Ukraine et de l'est de l'Ukraine faisaient partie de la Russie. La Crimée était russe. Crimée est russe depuis 2 siècles. Elle était russe avant la Corse. À ce moment-là, il faudrait donner son indépendance à la Corse, si la France était logique. Si elle ne voulait pas reconnaître le fait, si puisque la France ne veut pas reconnaître que la Crimée est russe. Donc, on est dans ce type de paradoxe, mais c'est évidemment beaucoup plus facile de tout mettre, de charger Poutine pour ne pas avoir ses propres responsabilités. Le traité que l'Union européenne a voulu imposer à Yanukovych en automne 2013 est un traité absolument inacceptable pour l'Ukraine. C'était la mise sous tutelle et le démantèlement de l'économie ukrainienne. C'est pas pour rien qu'Yanukovych, qu'il voulait ce traité, qu'il voulait l'accord avec l'Europe, a dit non et s'est retourné vers la Russie, ce qui a provoqué évidemment la révolution après Maïdan et son départ. Mais si l'Union européenne avait été un peu plus intelligente, avait un peu mieux écouté les inquiétudes russes, tout ça ne serait absolument pas arrivé.
la Crimée serait toujours ukrainienne, Donbass, on aurait épargné 7000 vies humaines dans le Donbass, et il n'y aurait pas eu de révolte du Donbass. Simplement, on n'a pas voulu écouter parce qu'on était sûr, la commission de M. Barroso, soutenue justement par les États-Unis, était sûre d'avoir raison. Et voilà où ça a amené, à une guerre au cœur de l'Europe qui affaiblit non seulement l'Ukraine et la Russie, mais toute l'Europe. Et c'est ça que je trouve personnellement pitoyable. Voilà, donc franchement, vous voyez, pourtant je sais ce qu'il dit, puisque j'ai pris des notes et tout ça, mais franchement, on pourrait revenir sur quasiment chacune des phrases qu'il a dites pour justement essayer de rétablir la vérité historique. Et notamment quelque chose que j'ai pas mis dans le diaporama que je vais vous montrer maintenant, mais parce que, encore une fois, j'ai privilégié l'aspect purement historique. Mais quand il dit que la révolution, soi-disant révolution de la dignité de l'Euromaïdan, qui a démarré en novembre 2013 et qui s'est terminée en février 2014, donc il le dit, il n'arrête pas de le dire, c'est-à-dire c'était un coup d'État fomenté de l'étranger par les États-Unis, évidemment, et dans lequel des éléments ultranationalistes et des milices ultranationalistes ont joué un rôle décisif. Mais ce que vous dit Guy Mettan juste à la fin de l'entrevue, c'est que si le président de l'Ukraine, à l'époque, donc à l'automne 2013, s'il a décidé de rejeter la proposition de l'accord commercial avec l'Union européenne, c'est parce qu'il s'était rendu compte. Et pourtant, il savait que s'il le rejetait, il savait qu'il risquait de se faire taper sur les doigts par une opposition pro-occidentale qui est financée par les États-Unis. Il le savait, ça. Mais en président d'un pays qui se voulait souverain, il a comparé ce que cet accord commercial avec l'Union européenne allait exiger de l'industrie ukrainienne. Et comme vous le dit Guy Mettan, cela signifiait la mise sous tutelle et la destruction de l'industrie ukrainienne. Donc, il a comparé ça, Yanukovych, avec un autre accord que lui proposait la Russie. Et notamment, j'en ai parlé dans une précédente émission, l'Union européenne prévoyait pour aider l'Ukraine à changer ses normes industrielles, l'Union européenne lui proposait, je crois, à peu près 500 millions, quelque chose comme ça, 500 millions d'euros, alors que ce que proposait la Russie dans l'accord à Yanukovych, c'était 15 milliards. 15 milliards sur plusieurs années. Donc, quand vous êtes président d'un pays qui se veut souverain, voilà, vous comparez les deux offres et vous choisissez la plus favorable à celle de votre pays. Et c'est évidemment parce que Yanukovych, en novembre 2013, a refusé de signer cet accord qui était défavorable à son pays, que la machine de propagande et de déstabilisation s'est mise en marche à partir des États-Unis. Voilà. Donc, je suis vraiment très, très reconnaissante à Guy Mettan, tout conservateur qu'il soit et tout anticommuniste qu'il soit, puisque à chaque fois c'est ce qu'il dit, non, je ne dis rien de favorable à Poutine. Donc c'est d'autant plus, c'est d'autant plus super important qu'un homme comme ça vous dise des faits. Vous voyez, c'est d'autant plus important. Alors, on va passer donc à l'aspect historique des racines, des origines de la russophobie. Et donc, comme vous l'avez entendu, Guy Mettan, il voit l'origine de cette russophobie, il la voit dans l'histoire, et notamment à partir de Charlemagne. Bon, alors, à un moment donné, il a parlé de schisme, et je vous ai écrit un petit commentaire pour vous expliquer que le schisme, ça voulait dire une division. Donc, avant le schisme dont il a parlé, qui est un schisme religieux qui se produit en 1054, eh bien, il y a eu un autre schisme, c'est-à-dire une autre division qui s'est produite en 395 après Jésus-Christ, et c'est le partage de l'Empire romain. Voilà, tout simplement. En 395, eh bien, il y a eu deux individus, deux chefs qui ont dit, écoute, moi je vais diriger l'Empire romain d'Occident à l'ouest, et moi je vais diriger l'Empire romain d'Orient à l'est. Et cette division de l'Empire romain qui jusqu'alors était totalement unifiée, cette division s'est aussi accompagnée d'une division linguistique.
C'est-à-dire que dans la partie occidentale, eh bien, on a commencé à parler le latin, alors que dans la partie orientale, on a continué à parler le grec. Vous voyez? Donc ça, c'est la première division qui est importante pour comprendre ce qui va suivre et pour comprendre quel rôle va jouer Charlemagne 4 siècles plus tard. Donc ça, c'est la division de l'Empire romain en 395 après Jésus-Christ, fin du 4e siècle après Jésus-Christ. Et puis donc, Guy Métan vous parle de Charlemagne. Il vous dit que selon lui, c'est à cause du couronnement de Charlemagne en l'an 800, donc au 9e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est à cause de ce couronnement de Charlemagne que il y a eu un commencement de dénigrement, de stéréotypes péjoratifs contre tout ce qui était à l'Est. Et effectivement, quand Charlemagne se fait couronner empereur le 25 décembre 800, donc il se fait couronner par le pape à Rome, et ben à ce moment-là, il officialise la division politique, géopolitique entre un empire d'Occident qui est comment dire, latin, qui parle latin, et un empire d'Orient qui est byzantin et qui parle grec. Voilà. Et c'est vraiment à partir de là que Charlemagne va tout faire pour essayer justement de devenir encore plus fort que l'empire byzantin. Donc à partir du 25 décembre 800. Et puis, il y a un autre empereur qui va aussi jouer, 2 siècles plus tard, qui va aussi jouer le même rôle, c'est-à-dire de s'opposer en tant que chef de l'Occident, de s'opposer à l'Orient. Eh ben, c'est un Allemand cette fois-ci, donc il s'appelle Othon Ier, et lui, il va fonder l'Empire romain d'Occident, le 3e Empire romain d'Occident, donc à la suite de Charlemagne. Et la particularité, c'est que cet empire-là de Othon Ier, eh bien, il est germanique. On parle allemand, puisque Othon Ier est un germain. Et donc, ce 3e Empire romain d'Occident, donc qui commence en 962, parce que Othon Ier, il est sacré empereur toujours par un pape. D'accord? Eh ben, ce 3e empire romain d'Occident, il va devenir, quelques temps plus tard, il va se faire appeler le Saint-Empire romain germanique. Donc, vous retrouvez toujours cette histoire de Romains. Donc, on fait la continuité avec l'Empire romain des origines, mais il se déplace géographiquement, mais il reste toujours à l'Occident, c'est-à-dire dans l'Europe de l'Ouest. Et je vous ai mis à droite de la carte, je vous ai mis justement les 2 empires qui, se situent de l'autre côté de l'Europe, c'est-à-dire du côté est, du côté oriental. Donc vous avez l'empire romain d'Orient, c'est-à-dire l'empire byzantin, donc c'est celui qui est entouré avec l'ovale vert. Et puis vous avez un État qui va devenir justement la Russie et qui, en l'an 1000, s'appelle la Rus de Kiev, c'est-à-dire l'État russe de Kiev, et qui, à ce moment-là, a déjà commencé d'être christianisé, mais plutôt avec la religion telle qu'elle est pratiquée dans l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire l'Empire byzantin. Et ça commence déjà à faire une différence. Et puis, donc, la date importante dont vous parle Guy Métan, c'est le grand schisme d'Orient. Donc, le schisme, la division entre non seulement l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, mais aussi entre l'Église catholique qui se trouve à l'Occident et qui est donc, qui est amalgamé avec l'empire géopolitique de Charlemagne ou avec l'empire romain germanique de Othon Ier. Donc vous avez une église catholique romaine qui est dirigée par le pape à Rome, qui se trouve à l'Occident, et puis vous avez une église orthodoxe, ou gréco-byzantine, qui se trouve à l'Est. Et vous voyez sur la carte que justement cette église orthodoxe, héritière de l'empire gréco-byzantin, cette église orthodoxe a déjà commencé à christianiser justement la population slave et notamment au nord l'État russe. Vous voyez? Donc c'est de cette division que Guy Métan fait démarrer vraiment la russophobie en Occident, parce que, comme il l'a dit, eh bien, pour justifier le schisme, c'est-à-dire pour justifier
la division des deux églises, parce que normalement, une église, il faut qu'elle soit unifiée, puisque des deux côtés, on est chrétiens, d'accord? Donc, pour justifier ça, eh ben, il faut, dans chaque camp, il faut lister les défauts de l'autre camp. Et donc, ce que Guy Mettan nous dit, c'est qu'à partir de, aussi bien de Charlemagne, puis du schisme de 1054, eh bien, du côté occidental, on a fait la liste de tous les défauts, de toutes les tares qui se trouvaient du côté oriental. Voilà. Et c'est de là vraiment que selon lui, donc ces deux dates, l'an 800 et l'an 1054, c'est de là qu'est enracinée, c'est là qu'est enracinée la russophobie que l'on voit aujourd'hui se déchaîner dans les merdias de Grand Chemin. Alors, il vous donne aussi, à un moment donné, Guy Mettan, il vous donne aussi une autre indication sur justement la revendication des Russes, enfin de ce qui a été à un moment donné un État russe, la revendication de devenir la troisième Rome. Vous voyez la petite vignette que je vous ai mise à droite, donc vous avez Moscou, Moskva, et puis vous avez un mot qui veut dire troisième Rome. Alors pourquoi? Parce que en 1453, la ville qui était la capitale de l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire l'Empire gréco-byzantin, eh bien Constantinople est prise et ravagée par un autre empire qui est l'Empire ottoman. Et à ce moment-là, étant donné que cette capitulation de Constantinople marque la fin de justement cet empire religieux qui était l'empire byzantin, eh bien, la Moscovie, à l'époque, qui a donc été parfaitement christianisée, mais dans la religion orthodoxe, eh bien, les gouvernants disent, puisque Constantinople est tombé, c'est nous qui pouvons reprendre le flambeau de Rome en tant que capitale de la chrétienté d'Orient. Et c'est quelque chose qu'on peut, comment dire, c'est quelque chose qu'on peut entendre de nouveau chez certains nationalistes en Russie aujourd'hui. Alors, il vous parle aussi lorsqu'il évoque les différentes russophobies. Donc, vous voyez, il évoque la russophobie française. Il dit que c'est vraiment en France qu'a commencé la première propagande basée sur des mensonges contre la Russie. Ensuite, il va parler de la russophobie du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne. Ensuite, il va parler de la russophobie de l'Allemagne. Et puis, il termine par la russophobie des États-Unis. Bon. Et donc, en ce qui concerne la russophobie française, donc il parle d'un testament qui est un faux. Donc, effectivement, j'ai fait des recherches et c'est absolument incroyable. C'est incroyable. Donc, en fait, Pierre le Grand, c'était un tsar de Russie qui a régné entre 1696 et 1725. Et puis, vers 1797, comme il l'explique Guy Mettan, vers 1797, eh ben, il y a un Polonais qui justement qui fabrique un faux et donc il prétend qu'il a retrouvé dans des archives le testament de Pierre le Grand, donc c'est ce très grand tsar de Russie, le testament de Pierre le Grand, qui est en fait un plan de domination européenne laissé par Pierre le Grand à ses successeurs au trône de Russie. Voyez? Et donc, ce faux testament, c'est totalement un faux. Donc, ce faux testament, comme l'explique Guy Mettan, eh bien, ça va servir de justification à Napoléon, donc premier empereur des Français. Ça va servir de justification à Napoléon pour attaquer la Russie et pour vouloir envahir la Russie. Donc, ça se passe en 1812. Donc, le livre, ce faux document est paru en 1812 à Paris et ça a bien joué, effectivement, les affaires de Napoléon qui, en quelque sorte, a dit « Mais vous voyez bien, on a raison d'attaquer de manière préventive la Russie parce que si on la laisse faire, eh ben, c'est la Russie qui va vouloir envahir l'Europe. » Et alors, je vais vous donner quelques exemples, justement, de ce qu'il y avait dans ce faux testament de Pierre le Grand. Donc, ce sont des choses absolument hallucinantes, hallucinantes. Donc, vous voyez, il y a 14 points. Il y a 14 points, ça tient sur à peu près 3-4 pages. Et donc, vous avez entretenir la nation russienne dans un état de guerre continuel pour tenir le soldat aguerri et toujours en haleine, diviser la Pologne, bien sûr, prendre le plus possible la Suède et la soumettre en la séparant du Danemark. Donc ça, ce sont des pays qui étaient à l'époque en rivalité avec l'Empire de Russie. Le point numéro 7, rechercher l'alliance de l'Angleterre juste pour le commerce et s'en servir pour développer la marine russe. Donc oui, c'est cette histoire de présenter les Russes comme des gens qui veulent faire des alliances, mais en fait, ils ont toujours un intérêt caché.
D'accord? Donc, en gros, c'est ce que font les États-Unis depuis 2 siècles. Hein. Mais bon, là, on accuse les Russes de le faire. Approcher, le point numéro 9, approcher le plus possible de Constantinople et des Indes, qui sont l'entrepôt du monde. Celui qui y régnera sera le vrai souverain du monde. Et provoquer des guerres continuelles, tantôt contre les Turcs, tantôt contre les Perses, pour pouvoir évidemment les affaiblir et pour que la Russie puisse s'emparer justement des Indes et du sous-continent indien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce faux testament? Eh bien, le point numéro 12, par exemple, convaincre les Grecs orthodoxes de Hongrie, Pologne ou Turquie que la Russie sera leur protectrice pour déstabiliser ces pays. Donc, en gros, ils accusent, là, le document accuse les Russes de vouloir fomenter des cinquièmes colonnes à l'intérieur de pays que la Russie voudrait déstabiliser. Vous voyez? Et bien là encore, c'est exactement ce que font les États-Unis depuis des décennies. Hein. Et puis alors, ce sont les points numéro 13 et 14 qui sont les plus fantaisistes et les plus mensongers. Et c'est pour ça que je vous ai mis des citations directes. Hein, je vous ai mis ça entre guillemets. Donc, écoutez bien le point numéro 13. Une fois que la Suède sera démembrée, une fois que la Perse sera vaincue, une fois que la Pologne sera subjuguée, ça veut dire qu'elle sera sous le joug, c'est-à-dire sous l'emprise de la Russie. Une fois que la Turquie sera conquise, une fois que nos armées seront réunies, une fois que la mer Noire et la mer Baltique seront gardées par nos vaisseaux, il faudra proposer séparément et très secrètement, d'abord à la cour de Versailles, donc la France, puis à la cour de Vienne, l'Empire d'Autriche-Hongrie, de partager avec elle l'empire de l'univers. Donc, vous voyez, on retrouve cette idée que les Russes, ils font les choses secrètement. Vous voyez, ils ont des vues totalement impérialistes, expansionnistes, dominatrices, mais ils les cachent et lorsqu'ils discutent avec les autres pays puissants qui pourraient rivaliser avec eux, eh bien, ils leur font croire qu'ils ont des intentions bienveillantes. Et alors, le 14e, c'est ça justement dont Guy Métan en parlait. Donc, si une des deux puissances accepte, donc soit la France, soit l'Autriche-Hongrie, ce qui est immanquable, ce qui ne peut manquer d'arriver, eh bien, dans ce faux testament, le tsar Pierre le Grand conseille de se servir d'une des puissances pour écraser l'autre, et puis d'écraser à son tour celle qui demeurera. Et donc, en gros, dans ce faux testament, là, Napoléon, en publiant ce faux document, eh ben, il veut montrer qu'effectivement, la Russie n'a qu'une intention, c'est de dominer et d'écraser toutes les autres puissances européennes, même au prix de mensonges ou même au prix de double jeu. Et donc, le 14e point se termine ainsi. Si la France et l'Autriche refusaient l'offre de la Russie, il faudrait susciter entre les deux, il faudrait susciter des jalousies pour les affaiblir. Vous voyez, encore un petit relent de la sournoiserie des Russes. Hein. Il faudra susciter entre elles des jalousies pour les affaiblir. Puis, la Russie attaquerait l'Allemagne par la terre et la France par la mer avec des hordes asiatiques. Des hordes asiatiques, vous voyez? Et ça, c'est un stéréotype aussi péjoratif qu'on retrouvera et que, par exemple, le nazisme hitlérien utilisera, c'est-à-dire qu'en fait, les Russes ne sont pas vraiment des Européens, mais ils sont, ils sont contaminés par leur partie asiatique, vous voyez? Et donc, ces deux contrées, une fois vaincues, donc la France et l'Autriche-Hongrie, le reste de l'Europe passerait facilement et sans coup férir sous le joug, c'est-à-dire sous la domination de la Russie. Voilà. Donc ça, il faut bien redire, encore une fois, que ce testament de Pierre le Grand, qui est publié en 1812 à Paris, c'est un faux total. Et c'est un faux qui a été concocté premièrement par un Polonais, vous avez bien compris que la Pologne n'aime pas trop la Russie, donc par un Polonais qui était en France et qui a trouvé là un moyen justement de concocter un instrument de propagande. Et ensuite, donc, c'est Napoléon qui s'en est servi pour pouvoir justifier son invasion de la Russie en 1812. Et malheureusement, eh bien, il y a une justice quand même. Malheureusement, Napoléon, ça lui est retombé sur la figure parce que en 1812, eh ben, il a dû battre en retraite et ça a décimé l'armée française en l'hiver 1812-1813. Voilà. Donc ça, encore une fois, il faut faire attention justement parce que quand j'ai fait mes recherches, eh ben, j'ai trouvé des sites internet qui parlent de ce document sans mentionner que c'est un faux.
Vous vous rendez compte? Sans mentionner que c'est un faux. C'est exactement comme un autre faux qui s'appelle le protocole des sages de Sion. Vous voyez? Donc, il faut faire attention à ça parce que tout ça, ce sont des documents de propagande et ce sont des documents mensongers. Voilà. Donc ça, c'était pour faire un sort au Faux Testament de Pierre le Grand, qui soi-disant était la preuve des visées expansionnistes de la Russie. Et comme le souligne Guy Métan, eh bien, ce soi-disant expansionnisme de la Russie, eh bien, il reviendrait encore aujourd'hui, et ça serait aujourd'hui, ça serait un but manifeste de Vladimir Poutine, qui bien sûr a toutes les qualités d'un nouveau tsar de Russie. Ça, c'est ce que dit la propagande. Alors, on passe à la russophobie anglaise. Et comme vous l'explique donc Guy Métan, il vous dit que la russophobie anglaise s'est manifestée en 1815, juste après, c'est un retournement de veste, juste après la victoire des puissances coalisées contre Napoléon. Donc, vous vous rappelez que l'empire de Napoléon, il a voulu faire des guerres de conquête, et mal lui en a pris parce que il a perdu donc en 1812 par rapport à la Russie, et il a perdu en 1815. Et en 1815, il y a eu un congrès international à Vienne, et là, il y a eu un redécoupage de pays dans l'Europe de l'Ouest. Excusez-moi. Alors, comme vous le voyez sur la carte, eh bien, en Europe, en Eurasie, pour reprendre justement ce mot fétiche d'un idéologue états-unien dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Brzezinski, donc en Eurasie, ben, vous le voyez sur la carte, vous avez l'immense empire russe, d'accord? Mais il y a un empire qui est l'empire britannique, qui prétendait que le soleil ne pouvait jamais se coucher sur l'empire britannique parce qu'il avait des colonies dans tous les continents. Vous voyez? Et donc, ce que vous explique Guy Métan, c'est qu'en fait, l'empire britannique, à partir du moment où Napoléon, la rivalité de Napoléon est écartée, l'empire britannique a trop peur que l'empire russe descende vers la mer Noire ou vers le sous-continent indien. En fait, c'est de ça dont l'empire britannique a le plus peur. L'empire britannique, comme l'empire des USA aujourd'hui, ne peut pas supporter des puissances rivales qui pourraient lui damer le pion. Et donc, à l'époque, en 1815, l'empire britannique se dit, ben, si je laisse trop de place à l'empire russe, il risque de me couper la route du commerce des Indes, vous voyez? Et donc, c'est pour ça que des arguments russophobes ont éclaté dans la presse britannique et dans les paroles des gouvernants britanniques dès 1815. Et ce que vous dit Guy Métan, c'est que ça a vraiment été un retournement de veste incroyable en 1815. Voilà. Et ça ne s'est pas démenti depuis, puisque actuellement, dans le conflit russo-ukrainien, eh bien, vous savez bien sûr que les États-Unis financent, mais vous savez peut-être aussi que la Grande-Bretagne finance, et pas qu'avec de l'argent et avec des armes. Vous avez peut-être entendu parler de l'explosion terroriste sur le pont de Crimée, c'est-à-dire un pont qui relie la Russie continentale à la péninsule de Crimée. En septembre 2022, eh bien, ce sont des équipes britanniques qui ont aidé les Ukrainiens à planifier cette opération. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai appris en écoutant RT en anglais sur un site qui s'appelle rtlive.ru. Eh ben, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait un site d'investigation journalistique qui avait révélé que les services secrets britanniques aidaient les Ukrainiens à localiser des civils ou des militaires russes grâce au téléphone portable. Et donc, il faut vraiment se rendre compte que le Royaume-Uni, à l'époque donc l'Empire britannique et aujourd'hui Royaume-Uni allié des États-Unis, déteste vraiment la Russie, tout ce qui est russe et tout ce qui peut comment dire les empêcher de régner avec leurs petits copains états-uniens. Voilà. Donc ça c'est pour la russophobie anglaise. Je ne m'appesantis pas là-dessus parce que on va passer à la germanique. Alors, à un moment donné, Guy Métan, il vous parle du pan-germanisme. Alors, le pan-germanisme, bah, c'est tout simplement une idéologie,
oui, une idéologie, un mouvement politique qui vise à réunir les Allemands et les germanophones en un État-nation. La carte que vous voyez en haut à gauche, ça vous montre la population qui parle allemand et qui est répartie dans quelques pays. Donc, évidemment, principalement l'Allemagne, mais vous en avez en Autriche, vous en avez un petit peu en Suisse, vous en avez un petit peu en Tchécoslovaquie. Et donc, l'idée au 19e siècle, ça a été que justement, il fallait arriver à faire un État-nation avec tous les peuples qui parlaient allemand. Et cette idée-là, eh bien, ça a été l'idée déjà en 1815, parce qu'il y a eu une confédération germanique, donc vous voyez la carte en haut à droite, une confédération germanique, mais c'était une confédération, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une association de petits royaumes ou de petits duchés qui restaient indépendants. Et puis, en 1811, après la guerre entre la Prusse et la France, qui a été perdue par la France, eh bien là, il y a eu donc le premier empire allemand, ou plutôt le deuxième empire allemand, qui a justement fait cette réunification des peuples germanophones. Et puis, en bas à droite, je vous ai mis une autre carte, et cette autre carte, c'était le projet, évidemment, de ce cher fanatique qui s'appelle Adolf Hitler, et qui, lui, avait fait le projet de l'Empire, parce que vous savez que c'était le Troisième Reich, hein, ce qu'a fondé Hitler, c'était le Troisième Reich, donc le Troisième Empire, et son empire, c'était celui de la Grande Allemagne. Et donc, la carte que je vous montre, c'est un projet qui date de 1933 et qui, justement, vise à englober les pays à l'Est dans lesquels il pouvait y avoir quelques populations allemandes. Même si il pouvait y avoir des populations qui ne parlaient pas allemand et qui pouvaient être majoritaires, hein, mais ça, Hitler, il s'en fichait. Voilà. Donc ça, c'est le pan-germanisme. Et puis, à un moment donné, Guy Métan, il vous parle aussi d'une autre idéologie, ou plutôt d'un autre concept qui a été élaboré par un géographe au 19e siècle qui s'appelle Friedrich Ratzel, que vous voyez donc sur la photo. Et ce Friedrich Ratzel, il pense vraiment que pour chaque peuple, pour des peuples qui sont sains, S-A-I-N, eh bien, l'espace géographique dans lequel vit ce peuple est très important. Et que si un peuple augmente en démographie, eh bien, il doit nécessairement trouver un espace à sa mesure. Donc, ça légitime en quelque sorte, si le peuple est sain, bien sûr, S-A-I-N, ça légitime en quelque sorte l'expansion de ce peuple qui doit avoir un espace vital à sa mesure. Et donc, vous voyez que ce Friedrich Ratzel, qui au départ donc était un géographe et que certains considèrent comme le père de la géopolitique, eh bien, il a publié donc son livre Der Lebensraum, donc l'espace vital, en 1901. Mais ce que vous dit aussi Guy Métan, c'est qu'en fait, ce concept de Lebensraum a été repris et a été mis à la puissance 10 ou à la puissance 100 par Hitler, bien sûr, et ses propagandistes. Et donc, vous avez à droite la carte de l'Allemagne du Troisième Reich nazi à l'époque de sa plus grande extension en 1942. Et là, vous voyez que justement, pour un fanatique nazi, pour un croyant du Lebensraum, eh bien là, c'était la justification de ce peuple allemand qui était le peuple arien, qui était prédestiné à dominer par rapport à tous les autres peuples qui étaient inférieurs. Vous voyez. Et donc là, vous avez, vous voyez sur la carte la plus grande extension du Lebensraum, de cette idéologie reprise par les nazis, de cette idéologie de l'espace vital. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les nazis, quand le régime de Hitler a déclaré la guerre en 1941 à l'URSS, eh bien, dans son esprit, c'était là encore normal de s'étendre à l'Est parce qu'à l'Est, il y avait des Slaves, des peuples slaves. Et pour Hitler, qui croit fermement dans la supériorité du peuple arien, eh bien, les peuples slaves, c'est des sous-peuples. C'est tout simplement des sous-hommes et des sous-femmes. Donc, étant donné qu'ils ont ce territoire à l'Est peuplé par des sous-hommes et des sous-femmes, eh ben, Hitler se dit, on les a à côté de nous. Franchement, c'est beaucoup plus simple d'aller les conquérir que d'aller faire des colonies nouvelles en Afrique
ou en Amérique, ou en Asie, alors qu'il y a déjà les autres empires qui se sont mangés une part de gâteau, vous voyez. Donc, pour l'Allemagne hitlérienne, le Lebensraum à l'Est, eh ben, c'est parfaitement justifié parce que de toute façon, ces territoires sont peuplés par des Slaves et que les Slaves sont des sous-humains. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'était la russophobie allemande. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que actuellement, le chancelier Olaf Scholz, qui est en train de couler son industrie en acceptant le sabotage du Nord Stream et en acceptant de ne plus recevoir à bon marché le gaz russe, eh ben, Olaf Scholz, même s'il est en train de couler son pays, je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être il y a cette idée aussi que de toute façon les Russes sont nos ennemis et qu'on ne pourra jamais vraiment bien s'entendre avec eux. Voilà. Je peux pas m'expliquer. Enfin, c'est tellement irrationnel et tellement suicidaire ce que tu es en train de faire le chancelier Olaf Scholz que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a vraiment des racines dans cette russophobie germanique. Voilà, donc ça c'était des informations historiques que je voulais vous donner par rapport au premier entretien que je vous ai fait écouter de Guy Métan. Et le deuxième entretien que je vais vous faire écouter, eh ben, il date en fait, il est antérieur, il date de 2015. Celui que je vous ai fait écouter, il date de 2016. Et celui que je vais vous faire écouter, eh ben, il date de 2015. Donc vraiment quelques mois après la parution de son livre. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Вставай, страна!